Bienvenue sur Nexus. Aujourd'hui, on vous emmène sur le grand projet Mosika. C'est un groupe de réflexion qui partage à travers le monde des espaces de discussion pour réfléchir à un monde sans argent. Leur constat est simple. L'argent entraîne des dérives, corruption, inégalité, guerre économique. La solution serait de changer ce monde économique. Mais alors comment faire ? Quelles sont les alternatives ? Les membres de Mosika ont commencé à créer un monde d'entraide, de partage, d'échange de services. Ils sont au début de ce projet dans lequel ils espèrent vous inclure. Vous allez écouter un entretien avec le fondateur du grand projet Mosika, Jean-Philippe Hubert. Bon visionnage. Jean-Philippe Hubert, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Romain, bonjour tout le monde et puis merci de m'avoir invité. Vous avez fait de la route depuis Nancy pour venir nous voir là. J'ai fait du rail. Du rail. Ouais, le TGV ça, en fait c'est très rapide. Nancy, Paris, il fait 1h30 maintenant, c'est chouette. Ouais. Ouais, comme quoi, et ça peut encourager certains à aller faire des places du partage ou n'importe quoi à droite et à gauche. Dans Je ne souhaite que ça. Alors comment est-ce qu'on en vient à créer un projet Mosika ? Comment on en vient ? Déjà par la prise de conscience de la situation que nous avons actuellement, de voir que si on prend tous un peu de recul, qu'il y a une sorte de trajectoire qui est extrêmement catastrophique sur le plan environnemental, international, social, écologique, enfin il y a tout s'empire. Tous les caractéristiques, tous les critères sont en train d'augmenter de manière exponentielle, que ce soit l'épuisement des ressources, les inégalités, les déchets, Au social, qu'est-ce qui vous touche le plus ? Le social, il y a bien sûr la misère. Parce que ceux qui meurent de faim, parce que personne ne meurt de faim parce qu'il n'y a pas de nourriture, on meurt de faim parce qu'il n'y a pas d'argent. Jamais quelqu'un est mort de faim avec de l'argent dans les poches. Dans le monde, c'est juste pas possible. Oui, il y a ça, il y a cette pression, la pression sociale dans toutes les entreprises. Moi, là-bas, je suis thérapeute, je vois mes patients, beaucoup sont au bord du burn-out, il y a une inquiétude qui est vraiment généralisée. Ça va sur les inquiétudes financières, qui touchent beaucoup plus de monde. Et puis il faut savoir que les finances, c'est quand même la première cause de dispute dans les couples. C'est vrai, on n'y pense pas. On n'y pense pas, oui. J'ai une de mes patientes, elle est notaire spécialisée dans tout ce qui est héritage. Moi, je peux vous dire qu'avec l'argent, ça déchire les familles. Mais on a toutes ces choses-là qui sont là. Il y a toujours l'argent qui gravite dans tous les problèmes, absolument à tous les étages. Et en même temps, les solutions qu'on a, nous, citoyens, c'est-à-dire voter, je crois que plus personne n'y croit. J'ai vu un sondage de l'OCDE qui est assez récent qui dit que 18% des Français croient aux partis politiques, donc c'est que vraiment on attend, je pense, quelque chose d'autre. Manifester, c'est pareil, c'est des tirs à blanc, quoi. Faut demander aux Gilets jaunes. Ouais, voilà. Mais pour moi, les Gilets jaunes, c'était vraiment une manifestation que j'ai trouvée en termes d'organisation clairement la mieux faite de notre histoire, quoi. Non, mais ils les ont dégoûtés, c'est ça que ça que j'insinue. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais pour moi, souvent, ça m'avait encore plus enfoncé un peu le clou dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'elle a duré longtemps, elle était vraiment très bien organisée, et puis puis on voit que même ça ne marche pas. Et donc, il faut essayer de trouver à la fois quelle est la cause des problèmes-là, parce que notre potentiel, il est juste gigantesque. C'est pas logique qu'on soit tous affolés comme ça, alors qu'on peut loger tout le monde, qu'on peut nourrir tout le monde. On devrait tous vivre dans un état de sérénité. Je veux dire, d'où vient ce problème-là ? Alors, moi, j'ai souvent l'habitude dans mon métier, en tant que thérapeute, de chercher la cause. Parce que si on traite les symptômes, en fait, ça revient très rapidement. Voilà. Et quand on trouve la cause, clairement, qu'on enlève, c'est comme enlever le caillou de la chaussure. À ce moment-là, il y a tout qui se libère. Celui qui a un caillou dans une chaussure, oui, on peut lui faire des massages, ça peut être très sympa, lui donner des médicaments, lui mettre une petite série à la télé pour lui soulager l'esprit, mais il faut vraiment traiter la cause des causes. Et en même temps, dans cette réflexion-là, je me suis dit, est-ce que l'argent est responsable d'une certaine partie de ce que l'on vit, ou est-ce que c'est notre façon de l'utiliser ? Et notre ressenti qu'on a tous à la base, c'est que c'est notre façon de l'utiliser. C'est qu'on a tous l'impression que l'argent, c'est qu'un outil, et ça dépend comment on l'utilise. Et c'est un truc que je vois encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un analyste financier assez connu qui disait que... quelqu'un lui a posé la question, est-ce que l'argent, vous ne pensez pas que c'est un peu un problème dans notre société ? Et il disait, non, on peut fabriquer des armes atomiques ou fabriquer des cathédrales. Alors que non, en termes d'analyse, il faut, si on creuse bien,
Rien que le fait d'utiliser une monnaie, quelle que soit la monnaie, même les monnaies, je sais qu'il y a des nouveaux types de monnaies, plus locales, plus solidaires, etc. Même si on parle d'économie sociale et solidaire, si on utilise de l'argent, on a des contraintes mécaniques qui sont là depuis le début, c'est-à-dire depuis 2700 ans, et qu'on ne pourra jamais éviter ni s'écarter. Parce que, je vous donne quelques exemples, on veut comparer l'argent avec un outil. Mais si tu utilises un marteau toute la journée, à la fin de la journée, ton marteau il est intact. Tu peux le réutiliser le week-end prochain, le week-end d'après, c'est tranquille. Autant que tu veux, tu peux utiliser ton marteau. Si tu utilises de l'argent toute la journée, t'en perds, tu t'appauvris toute la journée. Donc déjà, il faut arrêter de le comparer avec un outil parce qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que ça crée un stress. Ça a déjà des limites. On voit bien qu'on a un potentiel gigantesque, mais on n'a plus de budget. Plus de budget pour ci, plus de budget pour ça. Donc, on a ce côté-là où on perd cet argent-là. On va donner notre contrainte mécanique, c'est que dans tous les systèmes marchands qu'on puisse imaginer, même si on aurait le meilleur état d'esprit, solidaire, humaniste et tout ce que l'on veut, une entreprise doit vendre pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire qu'on a cette contrainte de devoir tout le temps pousser la consommation. Que ce soit sur le niveau d'une entreprise, que ce soit sur le niveau national ou international, un pays s'il ne vend pas en permanence, il ne maintient pas cette économie-là, il va s'effondrer. Donc, pour pouvoir maintenir cette économie-là, forcément, au niveau environnemental, c'est juste la catastrophe. D'après Walter Stell de l'Institut de la durée de Genève, 99% des ressources qu'on prélève sur notre planète finissent en déchets dans les 6 semaines. Voilà. Sur le plastique, on n'arrive à recycler que 9%. Il y a 12% qui est incinéré, et le reste, c'est-à-dire 80% qui finissent dans les décharges à ciel ouvert ou éparpillés dans la nature. Et donc, sur le plan écologique, on doit impérativement ralentir la consommation, mais dans tous les systèmes marchands qu'on puisse imaginer, il faudra toujours la maintenir. Donc on a le cul entre deux chaises, à devoir choisir entre l'environnement ou l'économie marchande, et quand on a le cul entre deux chaises, c'est qu'il y a une chaise de trop. Donc est-ce qu'on choisit le marchand ou est-ce qu'on choisit le vivant ? Bien évidemment qu'il faut que nous choisissions le vivant. Je peux vous donner une autre contrainte mécanique qui est pour moi une des plus désastreuses, c'est que dans tous les systèmes marchands qu'on puisse imaginer, il y aura toujours la guerre commerciale. Vous mettez 2 vendeurs de carottes sur le même marché, ils sont en guerre commerciale. Donc là, moi je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à la guerre commerciale, qu'est-ce que cela impacte à la fois dans notre quotidien, dans notre organisation et sur le plan même de notre histoire. Et là, elle est devenue visible avec la guerre entre Trump et les taxes et la Chine. Là, c'est vrai qu'on l'a mis vraiment en avant. On l'a mis vraiment en avant d'un point de vue médiatique, mais pourtant, elle est toujours là. Elle a toujours été là. Elle est toujours là, dans le fond. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Déjà, en termes d'organisation, c'est même pas que la guerre commerciale nous divise, c'est qu'elle nous oppose. C'est quand même pire. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel on est toujours en tension, une tension qui est extrêmement forte, avec un système gagnant-perdant. Il n'y a pas de système gagnant-gagnant dans un système marchand, c'est pas possible. Pour avoir le prix le plus compétitif, pour gagner la guerre commerciale, il faut avoir le prix le plus compétitif, généralement. Alors, quand on dit que la guerre commerciale, elle stimule l'innovation, déjà, c'est faux, parce que dans notre histoire, on a créé beaucoup de choses sans la guerre commerciale, comme l'imprimerie, le stéthoscope, le microscope, Internet, la radioactivité, toutes ces choses-là, en fait, ont été créées par des inventeurs. Il y aura toujours des inventeurs. Et est-ce qu'on a besoin de plus d'innovation par rapport à nos besoins réels en termes de matériel ? Les innovations, elles sont là, mais elles ne sont pas disponibles. Donc, on essaie de nous faire croire que c'est nécessaire à l'innovation, mais en réalité, ça pousse plutôt à la médiocrité. Parce que pour avoir le prix le plus compétitif, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est là quand je vous dis que les répercussions, elles sont nombreuses et très très lourdes. Il faut avoir le moins de travailleurs possible pour avoir le moins de salaires à payer possible. Vu qu'on a le moins de travailleurs possible, il faut leur mettre une pression maximum pour avoir un rendement qui soit vraiment très très fort. Ne jamais augmenter les salaires, et c'est pour ça qu'on voit au cours de notre histoire une augmentation de la productivité et de la pression, mais une augmentation des salaires qui est quasiment nulle, quoi. Et donc on essaye de devoir battre les autres de cette manière-là et d'avoir le prix le plus compétitif, le moins cher. Et donc, ce qui est vendu le plus au monde, généralement, c'est ce qui a le moins de bonne qualité. En termes de vêtements, ce qui est le plus vendu au monde, c'est la marque Shine, qui est une catastrophe écologique, avec des mauvaises finitions, des produits qui sont toxiques. C'est vraiment la plus vendue au monde. Oui, j'ai regardé sur Internet. C'est pas celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, puisque les prix sont très très bas. Mais il faut rappeler pour tous ceux qui... Moi, je connaissais... On en a reparlé hors micro, c'est vrai que je connaissais pas. C'est ça, c'est de la fast fashion chinoise. Voilà. Donc voilà, déjà la fast fashion occidentale, c'est...
C'est déjà un sacré phénomène de société, mais là, le chinois, c'est... Ah oui. Tu mets le Made in China avec la fast fashion. Voilà, exactement. Fast fashion, c'est le fait de toujours produire, toujours plus de collections de vêtements, donc on vire plus dans... t'as la collection janvier qui remplace au bout d'un mois la collection février. Enfin, oui, on est de cet ordre-là. Et c'est le but, c'est vraiment des vêtements jetables. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'à l'heure du ralentissement des ressources qui est absolument nécessaire, on fabrique ces vêtements-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les moins chers possibles. Donc forcément, ils vont être le plus jetables possible par rapport aux autres. Et parce qu'il faut avoir le prix le plus compétitif. Et donc on a Shein, c'est même sur le plan social des travailleurs. Hein. Je crois qu'ils travaillent 70 ou 80 heures par semaine, hein, ceux des entreprises de Shein. Voilà, et pareil, quel est l'hamburger le plus vendu au monde ? C'est un qui est qualifié des moins nutritifs d'après pas mal de nutritionnistes, c'est celui du McDonald's. Donc on voit bien que la compétition, la guerre commerciale, ça nous tire pas vers le haut, pas spécialement vers le haut. Donc, même tout le monde est dans un flux de tension dans la société où en fait le fait parce que même dans le journalisme, la précarité du métier, mais c'est ça dans tous les métiers en fait, on te pousse à vendre le plus et à ne pas regarder la qualité. Donc c'est une société dans l'économie actuelle, effectivement, on s'y retrouve vraiment où tu ne prends pas le temps d'essayer de vendre un produit qui a du sens. Tu essaies vraiment de vendre quelque chose qui va te rapporter de l'argent à toi personnellement. Et avec 68 millions de personnes qui font ça en France, par exemple, ça a des conséquences complètement désastreuses, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que la guerre commerciale, c'est à tous les étages. Et tu as raison, d'un point de vue médiatique, pour pouvoir attirer les spectateurs ou les lecteurs, on va faire du sensationnel. Voilà. Et donc le sensationnel, oui, on s'écarte peut-être du sujet, de la véracité. On va vouloir faire... Le sensationnel, ce sont des choses qui sont assez négatives, un peu trash, etc. Donc oui, en fait, la guerre commerciale est à tous les étages. Et donc dans la réflexion, mais pourquoi on a la guerre commerciale ? Parce qu'à la base, naturellement, l'humain, il veut faire de la guerre commerciale ? Non, c'est parce qu'à un moment, on a instauré l'argent, les économies de marché, et que du moment qu'il y a des économies de marché qui se répandent, ceux qui vendent la même chose au même endroit, ils vont se disputer le client, et donc la guerre commerciale, elle est enclenchée. Donc si on prend tous les éléments bout à bout, le fait que l'argent, on puisse le perdre, ça va nous créer déjà quelque chose qui est agressif, qui a été démontré par les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été menées par Peter Nash de l'Open University ou par Paul Piff. Vous allez plus trouver facilement sur Internet Paul Piff, PI2F, où il va vous montrer plein d'expériences. C'est hyper passionnant à regarder, hein, mais où on va voir que des personnes, simplement qu'ils ont pensé à l'argent ou touché de l'argent, pendant un exercice, je ne savais même pas quel était le but de cette étude-là, on les voit, à un moment, dans un contexte social. Un des exemples typiques, c'est ils sont en caméra cachée, ils vont croiser quelqu'un, ils pensent d'ailleurs que les expériences sont terminées, ils croisent quelqu'un qui est complice avec une pile de dossiers sous les bras et qui va faire tomber la pile de dossiers devant eux. Et généralement, ceux qui ont touché de l'argent avant vont regarder et tracer leur chemin, et ceux qui n'ont pas touché de l'argent vont spontanément l'aider. Donc rien que ça, je pense, ça doit nous alerter sur parce que c'est scientifique, vous voyez, c'est pas politisé, c'est totalement scientifique. C'est que unanimement, on n'a jamais trouvé un impact positif à l'argent. Au contraire, les conclusions sont toujours les mêmes. Hein. C'est les pertes des valeurs éthiques, la perte des valeurs morales, la perte de l'empathie et le renforcement de l'individualisme. Donc si on veut faire une société de demain un peu altruiste, a priori, il faut vraiment et chercher à sortir des rapports marchands. Alors ça me passionne vraiment ce discours-là. Là, je pense à tous nos lecteurs qui, par exemple, n'adhèrent pas à ce discours ou ne comprennent pas l'idée d'un monde sans argent. Qu'est-ce que vous leur diriez, justement, dans quel mouvement s'inscrit Mosika derrière ? À partir de ce constat-là, et on reviendra après sur l'argent. Bien sûr. Nous avons créé une plateforme. Donc, on a un site internet vitrine où on présente quel est notre constat, quelles sont nos réflexions. Vous pourrez trouver même des livres qui sont gratuits par des auteurs qui ont vraiment réfléchi, beaucoup d'études scientifiques. Mais nous, ce qu'on a créé à côté, c'est une plateforme que vous pouvez trouver sur app.mosika.org où vous pouvez avoir en fait une cartographie des assemblées qui sont autour de vous et tout de suite rejoindre des personnes qui sont proches de chez vous. Vous avez sur cette plateforme-là la possibilité de les contacter
de créer des réunions, de créer des actions, de créer des réseaux de gratuité, de mettre en action l'intelligence collective. Nous, dans les actions qu'on fait, une des actions phares qu'on adore beaucoup, c'est les places du partage. Donc là, j'en ai fait une. J'adore. Ouais. On en a fait une à Malzéville, qui est dans la périphérie de Nancy. Donc, c'est une journée où tout est gratuit. Voilà, tout est gratuit. Donc, on va donner des vêtements. On a tous souvent des vêtements qu'on n'a pas utilisés. Donc, il y a des vêtements, il y a des objets. On a un atelier de réparation de vélos, un atelier de réparation d'objets, un atelier couture qu'on a eu cette année. On a une chanteuse qui est arrivée. Moi, j'ai fait une conférence. Mais ce qui est intéressant, c'est de goûter ces journées-là. Sur quel lieu? Sur quel... C'est la salle des fêtes. Ah, dans la salle des fêtes, ouais. Voilà, la salle des fêtes de Malzéville. Et donc, on a une journée où ce qui est très intéressant, c'est déjà d'observer qu'il y a un rapport qui est quand même beaucoup plus joyeux que ce qu'on peut vivre dans un supermarché assez classique. Qu'on voit aussi quelque chose qui nous démystifie, c'est que les abus, il n'y en a quasiment pas, spontanément, et que même si on peut en voir un, c'est extrêmement facile de dire, écoutez, ne prenez pas tout, il y a d'autres personnes qui vont arriver, c'est très facile à régler, mais elles sont vraiment exceptionnelles. La plupart des gens jouent le jeu. On a souvent plus de donateurs d'ailleurs que de preneurs qui sont là. Beaucoup de gens qui sont très intéressés, mais c'est une façon de voir un petit peu que déjà tous les bénévoles qui ont organisé ça, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont motivés par l'argent. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir en nous de pouvoir créer la société. Enfin, pourquoi avoir une carotte? Pourquoi avoir ce bâton ou d'en perdre ou d'en gagner? On peut faire ce choix. On parle de souveraineté, mais la souveraineté, elle n'a pas besoin d'une carotte, elle n'a pas besoin d'une punition pour avancer. On sait comment une société doit bien fonctionner, on sait comment partager, on sait comment s'organiser. On a tous des compétences, on a tous des secteurs où on pourrait se retrouver, un ou plusieurs secteurs d'activité et pouvoir partager comme ça. Donc on peut faire ces actions ponctuelles avec le MOSICA, mais si vous voulez créer un réseau, je ne sais pas, de soignants qui proposent gratuitement pour les autres, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Vous pouvez faire là-dedans, si vous voulez faire un jardin partagé, vous pouvez le faire aussi. Mais ça, nous, ce qu'on veut, ça c'est notre objectif à court terme, notre objectif à long terme, c'est obtenir vraiment une société totalement gratuite. On ne veut pas spécialement se cantonner à faire des petits espaces de gratuité comme si on se faisait tout petit dans un système marchand qui serait vorace. Non, le but du jeu, c'est vraiment l'émancipation totale des rapports marchands, de ce côté impératif de devoir vendre et d'épuiser nos ressources pour que ça puisse fonctionner, d'arrêter d'être dans la guerre commerciale, de partager les connaissances, d'arrêter de faire des brevets. Donc c'est absolument tout ça. Et donc le grand projet, on en parlera je pense peut-être un petit peu plus tard, l'objectif c'est d'organiser ça en 3 étapes. Et donc là la première étape pour le moment c'est vraiment de s'inscrire, de commencer à se mettre en contact si vous avez le temps, commencer à créer des réseaux de gratuité, commencer à prendre l'autogestion. C'est quelque chose qui est quand même important. Je crois que ça devient un vrai problème qu'il y ait aussi peu de gens tout en haut qui tirent absolument toutes les ficelles, qui peuvent comme ça déclencher une guerre sans concerter personne, avec des conséquences absolument désastreuses. Si on veut à un moment que cette pyramide n'existe pas, il faut que nous aussi on apprenne à s'autogérer. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça permet aussi, cette plateforme-là, de pouvoir justement créer ces laboratoires, de se mettre autour d'une table à 5, 10, 15, 20, comme ça, puis dire moi j'ai telle idée. Et surtout, ne pas avoir peur des désaccords, c'est ça qui va être très intéressant. Ah, tiens, il y a un désaccord, comment on va faire pour régler ça et comment on va faire pour essayer de garder cette cohésion-là. Et après, comment on le fait ? C'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a plein de techniques qu'on trouve sur Internet, il y a des livres là-dessus. Nous, ce qu'on parle souvent, si vous voulez avoir une base, c'est intéressez-vous à la sociocratie, c'est quand même assez bien fait. La sociocratie. La sociocratie. C'est une technique de prise de décision, d'intelligence collective qu'on peut, qu'on fait ensemble. Ça reste assez simple, comme ça. Il y a quelqu'un qui pose une idée sur la table. Déjà, on fait un petit tour de parole. Sociocratie. Voilà, mais il y a la locratie, il y a pas mal de techniques qui existent. Mais voilà, on va faire un premier tour de parole pour savoir est-ce qu'il y a des questions sur la proposition. Donc, un tour de clarification. Après, on va faire un tour d'objection. Et le but du jeu, c'est pas de trouver le consensus, mais le consentement. C'est-à-dire que tout le monde déjà soit entendu, ce qui est très très important, mais surtout que l'objection, il faut réussir à la lever, c'est-à-dire que la personne en arrive à trouver peut-être le compromis qui conviendrait le mieux à tout le monde. On est dans quoi là ? C'est des petits espaces de discussion là ? C'est des espaces de discussion et de prise de décision. D'accord, ouais. D'accord. Vous créez des moments c'est des petits rendez-vous comme ça, des rendez-vous comme ça. C'est des réunions d'assemblée, votre assemblée locale. Oui, d'accord. Vous êtes autonome. L'autonomie est un des points centraux du MOSICA, puisque MOSICA c'est Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. C'est-à-dire que nous on veut de l'autonomie, on propose de l'autonomie à tous les étages. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des assemblées de quartier.
Vous n'avez pas à vous concerter avec le quartier d'à côté pour un truc qui ne concerne que vous. Et pareil au niveau de la ville. Nous, dans l'ODG, ce qu'on appelle l'ODG, c'est notre modèle de prise de décision démocratique et autonome, donc qui veut dire organisation dynamique globale, parce qu'elle peut être tout le temps en mouvement, tout le temps bouger, tout le temps évolutive. C'est que chaque assemblée est autonome. Donc on a 5 niveaux de prise de décision. On a d'abord les décisions qui pourraient concerner que son quartier, la commune, les communautés de communes, sur le plan national et international. Mais ce n'est pas une pyramide, c'est une pyramide qui est totalement inversée, c'est-à-dire qu'on est... c'est le terme exact, c'est la subsidiarité. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend... Les décisions se font au-dessus que quand c'est nécessaire. Donc c'est-à-dire que quand ça concerne les 2-3 quartiers, donc c'est à ce niveau-là qu'on va faire une assemblée supérieure. Donc la communauté de communes, c'est quand ça concerne peut-être les forêts qui sont entre ou les routes entre différentes communes. Voilà. Et le but du jeu, c'est pas de prendre des décisions pour tout le monde, mais c'est de faire remonter les initiatives de tout le monde, de pouvoir avoir un groupe peut-être tiré au sort pour essayer de tirer les meilleures propositions et après peut-être refaire voter à la fin en disant voilà, on vous propose, c'est vos idées. On peut faire le plan A, le plan B ou le plan C, on fait un vote, et puis après les gens, par exemple, peuvent revoter derrière. Et donc on voit des villes comme Kingersheim, qui est toujours, je pense, animé par le maire qui s'appelle Joe Spiegel, où lui ne prend part à aucune décision. C'est-à-dire que ce sont les habitants de Kingersheim qui prennent part aux décisions, ils poussent tout le temps la démocratie, il est extrêmement passionnant. Et vous avez, je crois, une assemblée typique, si je ne dis pas de bêtises, vous avez 10 spécialistes, 20 parties prenantes et 20 personnes qui sont externes à ça. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre des décisions. Si vous voulez mandater quelqu'un parce que vous vous dites qu'il est très bon pour piloter une activité, une action, un groupe, etc., il n'y a pas de souci. Vous pouvez donner un pouvoir à quelqu'un. En sociocratie, ça se fait. Mais par contre, vous déterminez comment vous pouvez lui enlever ce pouvoir-là. C'est-à-dire que s'il n'a pas bien son rôle, etc. Donc on peut inscrire le référendum d'initiative citoyenne propre à Étienne Chouard, c'est-à-dire que de toute façon, si on veut donner du pouvoir à quelqu'un, il faut pouvoir lui enlever par référendum de toute façon, dans tous les cas. Donc l'organisation dynamique globale, c'est ce but du jeu, c'est d'avoir une souveraineté de prise de décision dans un système qui soit de nature non marchande. Et ça, les gens peuvent trouver où les prochaines dates des places de partage et de ces assemblées, de ces discussions Alors, si vous allez sur la plateforme, vous allez tomber sur un tableau de bord, vous allez avoir un petit encadré avec les assemblées proches de chez vous et un autre encadré où vous aurez les actions près de chez vous. Si vous êtes inscrit depuis pas mal de temps, il y a les derniers messages, vous avez un tableau de bord, vous tombez normalement directement dessus. Même vous avez aussi, donc il y a APP, donc ça c'est l'application. C'est l'application. Mais il y a aussi un site internet où dessus on a aussi des catégories agir, etc. Ah oui, il y a la carte aussi, voilà, sur mosica.org. Oui, exactement. Ok, intéressant. Mais c'est bravo, hein, c'est passionnant comme sujet, effectivement, d'aller à la racine du mal. On reconnaît bien le thérapeute derrière qui veut trouver la racine du problème. Moi, j'ai l'impression, des fois, dans l'argent, pour avoir pas mal creusé la question, que le déterminant n'est pas toujours le moyen, pour pas dire l'outil, comme vous avez dit tout à l'heure, pas forcément le moyen qui va faire même la guerre économique. C'est finalement, j'ai l'impression, et quel regard portez-vous sur ce que je vais dire ? Parce que souvent, c'est en fait la valeur que le pouvoir... On est tenté de dire que la valeur qu'on donne à quelque chose, mais non, c'est la valeur que le pouvoir donne aujourd'hui, quel prix on donne à une tomate, à quel point on valorise le travail d'un agriculteur, à quel point on valorise le travail, par exemple, d'un bénévole, d'une association. Aujourd'hui, le travail associatif n'est pas du tout valorisé. Alors que le travail d'un trader l'est, alors qu'il ne crée rien pour la société. Effectivement, depuis que les traders ont pris du pouvoir, la population a perdu en pouvoir d'achat et la société perd. Par contre, les comptes offshore explosent. Enfin, bon, il y a un mix-mag de sujets passionnants à regarder là-dessus quand on regarde les flux de société. Mais aujourd'hui, c'est intéressant parce que même si on arrivait même si on arrivait demain dans une société sans argent, comme vous dites, et que l'entraide était dirigée par l'État, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la responsabilité des gens, de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une population qui laisse le pouvoir déterminer le prix des légumes des agriculteurs, la valeur des associations, derrière, on n'a jamais un prix qui est décidé ou une valeur qui est décidée par l'être humain. Parce que même dans un monde d'entraide, votre travail à Mosica aurait une valeur, j'imagine, par rapport à un créateur, un artisan qui va créer un objet particulier. Voilà, c'est qui crée la valeur, c'est ça qui est aussi intéressant dans la société, pas que le moyen comme l'argent. À vrai dire, il y a
deux choses qui sont, je trouve, assez incohérentes et un peu folles avec l'histoire de la valeur. C'est déjà que la valeur est en lien avec la rareté. C'est déjà comme quelque chose qui a pour moi un contresens. Mais ça, c'est typiquement un truc qui a été décidé par les puissants. Ouais, mais c'est vrai qu'un kilo d'or qui n'a aucune utilité quasiment technique, tout ça, vaut bien plus cher qu'un kilo de terre, qu'une tonne de terre, alors que la terre, c'est absolument ce qui est le plus précieux, quoi. Donc, et c'est vrai que les notions de valeur sont... Enfin, l'argent déconnecte, peut-être le pouvoir aussi là-dedans, mais on a une déconnexion un peu comme ça. Mais dans tous les cas de figure, même s'il n'y avait pas de dirigeant qui donnait la valeur, si quelque chose devenait rare, ça deviendrait plus cher. On a quand même... Non, ça c'est un biais qui a été instigé par les puissants. Et le peuple laisse dire « Ok ». Oui, je ne sais pas si... Pas tant que ça, parce que si quelqu'un propose un produit qui est vraiment rare et qui a une grosse demande, il y a de très fortes chances que les gens surenchérissent pour pouvoir vendre ce produit-là, qui va du coup prendre une certaine valeur. Je pense qu'intrinsèquement, avec l'argent, même si on ne mettait pas de dirigeant, c'est quelque chose qu'on verrait. La quantité de monnaie fait aussi ça. On sait que lorsqu'il y a eu les PEL, pour les aides au logement, les logements, ils ont augmenté de prix tout de suite. Quand il y a eu les aides pour le photovoltaïque, 10 000 euros d'aide de l'État, ils ont augmenté leur prix de 10 000 euros. Plus il y a de l'argent qui circule, plus il y a de l'inflation. Donc on a déjà, entre la quantité de monnaie, les valeurs changent, sur la rareté, les valeurs changent, alors que ce qui est important au final, c'est la valeur d'usage. C'est-à-dire que l'insuline, pour quelqu'un qui est diabétique, c'est hors de prix. Pour quelqu'un qui n'est pas diabétique, ça n'a pas spécialement de valeur. Et c'est donc la valeur qu'on a, c'est la valeur d'usage, donc qui est propre à chacun. Et je pense que ça serait une erreur d'analyse et de raisonnement dans un système non marchand, de dire ça, c'est telle valeur. Parce que ton regard et mon regard seraient peut-être différents là-dessus. Je serais peut-être, toi, très attiré si tu aimes les oranges. Moi, si je les aime pas du tout, j'en ai strictement rien à faire. Enfin, tu vois, on peut voir. Donc, je pense qu'il faut pas partir sur la valorisation chiffrée, qui est cette construction qu'on a de manière naturelle, parce qu'on est conditionné à ça. Mais la valeur, ce serait plutôt, je pense, la valeur de remerciement, de gratitude qu'on va donner aux personnes qui ont fait ça. Et ça va être très, très important. Ça va être très, très important de savoir dans cette organisation, déjà d'avoir une sorte de transparence en termes d'organisation. Qui doit faire quoi? De nous responsabiliser comme ça. C'est ça qui nous motive en plus à le faire, c'est de nous dire qu'on va faire ça. Moi, je m'engage à faire ça. Moi, je veux bien travailler dans tel secteur. Je veux bien être dans l'alimentation. Moi, je veux bien être dans la santé. De s'engager comme ça, mais de ne pas oublier à la fin de dire « merci les gars ». Les gars ou mesdames, voilà. Mais voilà, ce qui va être important, ça va être d'avoir ça. C'est cette valeur que nous, on donne à ce qu'on va faire. Et effectivement, après, je ne sais pas si ça... Je sors de la question, tu n'hésites pas à me dire. Ah non, mais c'est vrai qu'on se dit, mais comment on fait pour les choses qui sont rares? Donc, nous, ce qu'on a, et qu'on voit sur le site, dans les principes d'organisation, il y a deux cas de figure. Soit on a quelque chose qui est extrêmement répandu, abondant, ou quelque chose qui soit nécessaire. La règle d'or, c'est on le partage. D'accord? L'alimentation, voilà, c'est indispensable pour tout le monde, il faut absolument qu'on le partage. C'est-à-dire que si avec le réchauffement climatique, les récoltes sont moindres, pas de panique, c'est pas le premier qui se jette chez le maraîcher, non, on partage, personne ne mourra de faim, on mangera tous un peu moins pendant la période-là, en espérant qu'après, de toute façon, que les choses puissent s'améliorer. Donc, on a ces choses indispensables, les choses très très abondantes, c'est pas très compliqué en termes d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour quelque chose qui est rare? Donc, prenons le cas des logements. Un logement se libère dans une ville, plutôt un beau logement. À qui l'attribuer? Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de voir qui est intéressé, d'avoir donc des dossiers. Ah, tiens, on a 20 dossiers qui sont intéressés par ça. Une fois encore, le cœur de cette organisation, c'est l'ODG, l'Organisation de Dynamique Globale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée qui va décider de réfléchir à comment l'attribuer de la manière la plus optimale. Et vous allez voir que normalement, c'est quand même beaucoup plus performant que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas le donner au plus offrant, on va réfléchir, par exemple, au plus utile. C'est-à-dire que si c'est un studio avec juste une chambre, on ne va pas le donner à une famille, on va peut-être le donner à un étudiant. Par contre, si on a, une maison avec 3 chambres, on ne va pas le donner à un célibataire. Donc déjà, on a une répartition plus optimale des ressources. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est au plus écologique. C'est-à-dire que l'infirmière qui doit prendre un trajet tous les matins pour aller à l'hôpital,
qui est assez loin, tiens, le logement, il est quand même près de l'hôpital, elle fait partie des dossiers qu'on a sur la table. Elle, comme ça, hop, elle prendra plus sa voiture. Ça peut être pertinent aussi. Ce qu'on peut faire aussi, le plus équitable, et c'est ça qui fait du bien aussi, parce qu'on a besoin de cette équité-là, c'est un tirage au sort, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas de frustration si y a un tirage au sort, pour en avoir une petite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été écouté, on était à niveau égal des autres. D'accord ? Parce que là, j'aimerais bien ça, mais je n'ai pas les moyens de payer ce loyer-là. Là, c'est de la frustration, c'est de l'injustice, parce qu'il peut y avoir tout un passé qui fait qu'on a un logement qui va nous passer sous le nez. Donc voilà, les notions de valeur, vous voyez, tu vois, on n'a pas parlé que ce logement, il était plus cher qu'un autre, il est plus adapté pour une famille qu'un célibataire, voilà. Donc je pense qu'il va falloir un peu déstructurer nos cerveaux. Voilà. Mais c'était là où c'est intéressant, parce que c'est la question que je posais, se rejoindre là-dessus, c'est que comment est-ce qu'on arrive à redéfinir ces prix-là sans laisser le pouvoir remettre la main dessus ? Puisque là, c'est le pouvoir qui a laisser le capitalisme s'instiguer et la population la laisser faire, à laisser mettre la rareté comme valeur presque absolue et la population la laisser faire. Donc comment est-ce qu'on en vient demain à un monde, est-ce que c'est l'argent le problème ou en fait qu'on laisse le pouvoir dicter nos vies ? Alors justement, dans le gros projet, pour nous, la dernière étape du grand projet, il n'y a pas de dirigeant. Ah oui, donc voilà. c'est un grand élément qu'on n'a pas dit. C'est un grand élément qu'on n'a pas dit. Le but de notre plateforme, c'est justement commencer à travailler cette autogestion, commencer à savoir prendre des décisions ensemble, commencer par une toute petite action, mais trouver, on n'est pas d'accord sur le jour, etc. Vous redéfinissez le pouvoir. Bien sûr. Quand on parle de souveraineté, il faut absolument que nous prenions... On est quand même les premiers concernés, c'est à nous de prendre les décisions de ce qui nous concerne, surtout en termes des secteurs d'activité. Je trouve ça totalement débile qu'il y a des personnes qui sont très très loin de nos entreprises et qui vont décider comment vous devez bien organiser. Vous voyez, donc non, il faut absolument que tout soit le plus local possible. C'est ça qui est important parce que ce sera plus optimal. C'est même pas une question d'être contre les dirigeants, de les diaboliser, c'est que simplement les personnes qui sont concernées sont les plus à même de trouver, parce qu'ils sont sur le terrain, ce qui est le plus juste. Donc la première étape, c'est justement de commencer à la fois de fédérer. Le but du jeu, dans le gros projet, la première étape, c'est l'étape de rassemblement. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que les personnes s'inscrivent, commencent, pour ceux qui peuvent, qui ont le temps, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont un emploi du temps extrêmement chargé, mais de ceux qui peuvent, commencer à créer des petites assemblées. De toute façon, dans un monde non marchand, on ne va pas mettre, sur une commune de 3000 habitants, les 3000 autour d'une table en train de discuter. Mais il faut que dans toutes les communes, on ait quand même 15, 20 personnes, 30 personnes, avec cet état d'esprit, qui ne sont pas là pour diriger les autres, mais pour prendre les informations, pour prendre des initiatives, les idées, les problématiques aussi qui peuvent être remontées de tous les quartiers, et essayer d'en discuter pour trouver la meilleure solution. Donc la première étape, c'est la précurseur des deux étapes suivantes. La deuxième, mais c'est quand on atteindra une masse critique de personnes. Et donc là, sur la première étape, c'est déjà aller aux conseils municipaux ou dans des conseils locaux pour réfléchir à la ville. Ça, c'est déjà quelque chose où tu n'as même pas 10% de la population qui fait ça aujourd'hui, je pense. Oui, c'est à peu près l'équivalent. Mais nous, ce qu'on propose, c'est pas d'aller dans les conseils municipaux. Ça peut être... mais de refaire des conseils locaux, quoi. Ouais, excuse-moi, j'ai pas compris. Exactement. C'est exactement ça. C'est tellement nouveau, c'est normal qu'on... Même quand on est là, on n'est pas l'un contre l'autre. Parce que si tu parles avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette idée, même là, ensemble, c'est dur on a tous nos interprétations de qu'est-ce que dit Jean-Philippe, qu'est-ce que dit Romain. Bien sûr. C'est intéressant. Et puis dans tout ce qui est projection, c'est vrai qu'on est sur des choses qui demandent un effort d'imagination. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Ouais. Et ce qui est important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur des choses qu'on n'a pas encore faites, sur des choses qui sont nouvelles. Et donc oui, c'est ça. Ça revient à des conseils municipaux, des conseils... Mais en plus, là encore, on n'a rien inventé. Moi, je sais qu'à Nancy, il y a 11 quartiers et la mairie a organisé des assemblées de quartiers qui commencent à monter. Enfin, il y a même le système normal est en train déjà de faire quelque chose qui nous amène cette souveraineté, cette organisation-là. En tout cas, par certains endroits. Et donc, le but, c'est d'obtenir un seuil critique. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on sentira qu'on est suffisamment nombreux sur un territoire qui aurait pas mal de ressources, là, à ce moment-là, on pourra basculer. Mais on ne va pas basculer du jour au lendemain, à l'aveugle. C'est la deuxième étape, c'est l'étape de préparation. C'est-à-dire que les assemblées qu'on a mis et qu'on commence déjà à mettre en place dès aujourd'hui, elles sont là en place pour savoir, OK,
Maintenant, c'est décidé, on est plus de 50%, on est majoritaire, on va basculer un moment dans un monde non marchand, on va prévenir les autres, très amicalement bien sûr, et le but de l'exercice, c'est savoir qui veut bien s'occuper de tel secteur d'activité, et le soin, et la santé, etc., etc. On s'occupe de tous les secteurs. Qui veut s'occuper du secteur-là ? Ah, il n'y a personne. Comment on s'organise ? Nous, ce qu'on propose, parce qu'il y a des secteurs qui sont moins attirants, bien évidemment, c'est qu'on y mette un peu tous les mains à la pâte. Ce qui fait que pour quelque chose qui est extrêmement lourd, extrêmement difficile, où c'est toujours les mêmes personnes aujourd'hui qui font ces tâches-là, le faire à tour de rôle, à la fois, c'est beaucoup plus équitable. Donc ça apporte du lien social, ça apporte de l'apaisement social. Et en plus, si on se partage un effort qui est compliqué et qu'on se le divise, par effort individuel, ça représente quasiment plus rien, mais on pense que ça sera certainement plus très très compliqué. Et donc la troisième étape, c'est lorsque tout est prêt, tranquillement, on passe dans l'étape de la bascule, simultanément, un jour, décidé ensemble, on arrête de choisir, on arrête d'utiliser les moyens de paiement. Donc, qu'on dit sans argent, c'est pas que la Baudel, les billets de banque, tout ça, c'est pas d'argent numérique non plus, bien sûr. On bascule, mais on sait que chaque secteur sera assuré dans toutes les villes, partout, etc. Voilà, c'est ça le grand projet. Donc ça ressemblerait plus à le schéma du Brexit. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une majorité. Et lorsqu'il y a la majorité, il a fallu quelques années pour le mettre en place. Nous, c'est ce qu'on propose. Alors, c'est vrai que les gens ils se posent la question, tu t'es peut-être posé la question, oui, mais pourquoi vous voulez faire en 3 étapes ? Pourquoi pas petit à petit de plus en plus de gratuité ? C'est parce que, structurellement parlant, il y a un moment où on va toucher un plafond de verre. C'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait mettre en lien des coiffeurs qui peuvent faire des coiffures gratuitement aujourd'hui. Il y a des soignants qui peuvent soigner gratuitement aujourd'hui. Les vêtements, c'est pas nous qui les produisons, on les redonne. Donc, si on veut que tout soit gratuit, il va falloir basculer simultanément. Si on veut que l'électricité soit gratuite, c'est-à-dire que tout le secteur de l'électricité et tous ceux qui organisent l'entretien de l'électricité, ce soit gratuit pour eux aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus de loyer, il faut que la nourriture soit gratuite, que les vêtements soient gratuits pour eux. Donc il y a obligatoirement, et je pense que c'est la situation qui nous oblige un peu à ça, à devoir le faire massivement le même jour, mais de manière préparée. Ah oui, donc vous y allez étape par étape, au moment où vous avez atteint les piliers, là vous descendez dans les profondeurs de la gratuité. Donc finalement, c'est une sorte de troc des services. Non. Alors, ça dépend ce que tu entends par troc. En fait, le troc n'a jamais existé. Les sociétés du troc, alors ça fait partie des nombreux mythes qu'on a. C'est de l'échange de services, quoi. Voilà, échange de services. Échange, c'est le terme. Voilà, c'est échange de services. On appelle ça du don de réciprocité générale. C'est-à-dire que don de réciprocité générale. Voilà, c'est le terme, un des termes les plus techniques, on va dire. Mais c'est plus. Parce que le troc, on s'imagine toujours que si je donne à quelqu'un, il doit me rendre quelque chose. Alors que dans le don de réciprocité générale, je te donne à toi parce que tu as besoin aujourd'hui, et je sais que les autres vont me donner quand j'aurai besoin. Et en termes de temps, de valeur, on oublie tout ça. Quels sont les besoins et on fait appel comme ça. Donc effectivement, c'est de l'échange, mais qui est différé dans le temps et géographiquement, c'est pas forcément la même personne qui va apporter. Moi, j'utilisais le terme générique que tout le monde connaît. Oui, mais t'as raison. Mais le don de réciprocité générale, ça, effectivement, c'est quelque chose qui sera intéressant à utiliser dans le futur. J'espère que ça va se développer. Oui. Mais il y a des réseaux qui fonctionnent comme ça. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. On n'est pas... et on essaie de donner cette culture-là, et je pense que pas mal de nos membres l'ont. Ils donnent, ils ne s'attendent pas forcément à dire tiens, tu as une petite dette envers moi, il va falloir que tu me rendes prochainement. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que les gens n'osent pas demander, parce qu'on a souvent la sensation de devoir quelque chose. Mais c'est comme tout, sur une culture, ça se travaille. Non, pardon, je voulais pas te... Oui. Non, je suis très exprès. En fait, j'ai envie de participer de fou. Mais vas-y. On est là pour t'écouter, Jean-Philippe. Mais c'est passionnant comme débat. Non, j'allais dire... En fait, c'est intéressant parce que si on en revient à l'idée de base de ce que tu disais sur... On peut se tutoyer, du coup ? Oui, bien sûr. Sur l'argent, c'est que l'argent, dans ce stress que ça nous crée... Alors moi, je suis un grand stressé de l'argent. Donc, moi, c'est horrible. J'ai du mal à regarder mon compte en banque de peur que, je sais pas, il y ait une catastrophe qui... Enfin, des pètes au casque psychologiques, j'ai pas peur de le dire parce que je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Très nombreux. On est très très nombreux, tu vois. Et donc du coup, mais ce qui est intéressant, c'est que ce rapport-là à l'argent bloque notre énergie de faire. Parce que justement, il y a des fois, tu as plein de personnes, moi je le vois dans le milieu associatif, dès que tu vas mettre un petit prix, c'est par exemple tu dois louer la salle ou un truc comme ça, dès que tu vas mettre, aujourd'hui cet événement c'est 10 €, en fait, les gens ne se rendent pas compte que pour eux, 10 € sur un mois, ça ne va rien leur coûter par rapport à ce que l'événement peut leur apporter.
Mais ça les bloque parce qu'ils ont le stress de se dire ok, j'ai mon budget pour le moment, du coup je dois mettre ma thune là-dessus, et donc ils vont pas aller le faire. Que si tu dis un don de réciprocité, c'est va sur le truc. Par exemple, ce coiffeur, si ce coiffeur sur la place du partage, comme tu as dit, m'offre un service gratuit, mais derrière ça te donne de l'énergie pour, ok, don de réciprocité générale. Très bien, tu le maîtrises. J'adore ça, je le découvre là. Non, tu m'avais déjà parlé de ça au téléphone la dernière fois. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, la personne va aller sur un truc, grâce à Mosika, qu'elle aime bien, et derrière, va avoir une énergie pour, ok, tu m'as apporté aujourd'hui, je vais te le rendre. Et ça pousse en même temps les gens à ne pas vendre quelque chose juste pour l'argent, mais pour, ok, je vais faire quelque chose qui va générer un sentiment d'élévation chez la personne, quelque chose dans le genre, et qui va lui donner envie ensuite de me rendre l'appareil sur un don de réciprocité générale. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide que tu nous expliques là. C'est extrêmement fluide. Ah oui, mais on ne se rend pas compte à quel point l'argent bloque les énergies, bloque le savoir. Oui. Ça bloque tout. On dépose des brevets. L'argent bloque tout. Moi, je le vois dans des trucs de danse. Il y en a qui viennent, si c'est gratuit, tu as 30 personnes qui viennent. Si c'est payant, même pas très cher, les gens ne viennent pas. Bien sûr. Et pas très cher parce que le prof de danse, lui, ne gagne pas des masses dans le monde social actuel. Mais tu vois, j'ai eu à un moment, on a tenu un stand. Ça s'appelle le village de la solidarité. Donc, tu vois, du coup, ça. C'est fait par Mosika ? Non. C'était organisé par une fois encore la commune de Malzéville. Et puis, on avait un stand, mais moi, je pouvais pas être là dans la journée. Mais je suis venu déposer des affiches. Il y avait deux femmes de mon équipe qui étaient là pour assurer ce stand. Et puis, quand je repars, juste à côté, je vois un Repair Café. Donc, les Repair Café, c'est là où on répare, on amène des vélos à réparer ou des trucs comme ça, et puis les gens s'échangent des savoir-faire de réparation. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, quand je repars, je me dis, tiens, j'ai mon sèche-linge qui est en panne, mais je n'ai pas le temps de discuter avec lui. J'appelle Olivia, qui fait partie de mon équipe, je peux lui demander si il peut venir un moment chez moi réparer mon sèche-linge. Puis même moi, je n'ai pas osé, alors que je connais le concept, et j'ai dit, mais voilà, je donnerai un petit billet, tu vois, comme ça. Alors, ça, c'était par SMS. Elle me répond 2 minutes après. Elle me dit, écoute, il est d'accord, mais que contre un café. Je suis ok, d'accord, très bien. Il vient un samedi matin, quand même, sympa. Il vient un samedi matin. Et puis on prend un café. Puis à un moment, je lui dis, écoute, si tu as mal au dos, tu me dis, ça me fera plaisir. Donc, puisque je suis thérapeute spécialiste du dos, et, je lui dis, il n'y a pas de souci. Puis je vois qu'il ne réagit pas. Puis dans ma tête, il n'a peut-être pas entendu ce que j'ai dit, tu vois. Donc bref, on continue, on prend le café. Vraiment un moment très, très, très sympa. Et puis à un moment de se dire au revoir, je répète, écoute, si tu as besoin pour ton dos, t'hésites pas, tu m'appelles, quoi. Et là, il répond pas. Et je lui dis, voilà. Lui, il a compris le don de réciprocité générale. Il ne le fait pas pour l'argent. Il ne le fait pas parce qu'il me connaît. Il le fait parce que c'était utile à ce moment-là. Et il ne le fait pas parce qu'il attendait quoi que ce soit de moi. C'est ça. C'est un état d'esprit, en fait, que des gens ont déjà parmi ici. Non, c'est juste utile là. Je peux être utile là. Je viens faire ce truc-là. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu as fait dans ton passé. Si je considère que tu es quelqu'un qui mérite ou qui ne mérite pas, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais et ne m'ôte pas ce plaisir de te le donner sans que tu me fasses un soin au niveau du dos. Voilà, c'est un état d'esprit qu'on commence à voir naître et qui, je pense, devrait grandir parce que moi, je suis intimement persuadé que, tu vois, toutes les difficultés qu'on sent dans notre quotidien, c'est cette pesanteur avec l'argent, ce stress que, franchement, j'ai l'impression qu'il est extrêmement généralisé, plus le stress de l'extérieur, de tout ce qu'on peut voir dans les médias, les guerres, les problèmes d'argent, la guerre commerciale, les inflations, les dettes mondiales qui sont absolument monstrueuses, tout ça, pour moi, je pense que mécaniquement, c'est pas une intuition, que mécaniquement, mathématiquement, ça va ne faire que s'accentuer jusqu'au jour où on fera le choix de ne plus utiliser le moyen de paiement. Je ne vois pas comment, à cette heure-ci, par un autre moyen, on pourrait mettre les inégalités à plat, comment on pourrait arrêter d'épuiser les ressources pour que ça se passe bien. Là, les commerçants, en arrivant dans le train, je croise une de mes patientes qui est commerçante. Je fais, comment ça va ? Ça va pas. Ça va pas. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Elle me dit, ça va pas, il n'y a plus personne. On a piétonnisé en plus le quartier. Voilà.
Donc oui, on a un maire qui est plutôt écologique, et donc il a piétonnisé toute une partie, donc les commerçants ils tirent la gueule, quoi. Et donc voilà, une fois encore, le cul entre deux chaises, entre l'environnement et le commerce, c'est toujours comme ça, quoi. Mais là, et c'est pareil dans les associations, qui fait une tonne d'assauts aujourd'hui, ils sont dans les... tu as beaucoup de subventions pour tous les travaux écologiques, environnementaux, mais pas pour le social. Du coup, tu as aussi une jeunesse qui est très portée sur sauver la planète. Par contre, on ne veut plus sauver le voisin près de chez nous. Et c'est quand même incroyable. Et c'est pareil pour les politiques. On va tout faire pour sauver la planète. Par contre, ici, on est en train de perdre en pouvoir d'achat, paupériser, de plus en plus de SDF dans la rue. Enfin, rien que quand tu le résumes comme ça, tu te dis, on marche à l'envers, quoi. Oui, on marche à l'envers, surtout que j'espère que les générations futures retiendront quand même ça, c'est que pendant toute cette période de l'ère du système marchand, parce que je suis persuadé que c'est qu'une ère et qu'on passera à autre chose, on aurait pu loger absolument tout le monde. C'est-à-dire alors mon chiffre date pas d'hier, mais il date d'à peu près une dizaine d'années, et je crois qu'on est à peu près sur la même chose, mais il y avait 4,5 millions de sans-abri pour 11 millions de logements vides. C'est-à-dire qu'on pouvait tous les loger toutes les nuits, de tous les hivers depuis très longtemps. C'était possible. La nourriture, c'est la même chose. On jette 40% de la nourriture. Voilà. Enfin, Parce qu'il y a ce rapport financier là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, il y a des tonnes d'exemples qui vous donnent raison aujourd'hui, c'est-à-dire qui te donnent raison aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui des supermarchés où on voyait les vidéos où en fin de journée, ils mettaient du produit, du white spirit. Du white spirit sur les invendus pour éviter que les SDF viennent prendre les invendus à la fin de la journée. Ouais, ou les revendent, ou voilà. Alors que quand tu es dans un don de réciprocité générale, je le répète, du coup, comme ça, c'est pas si facile. Mais c'est ça. À la fin, tout le monde l'appellera les DR, les DRG. Voilà. Mais du coup, c'est dans un système de don de réciprocité générale, en fait, tu donnes sans compter, parce que plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Ouais. Puis même, il y a une réflexion quand même qui est... moi, que je pense qu'on devrait avoir comme sur l'argent, c'est que lorsqu'on donne à un SDF 2 €, on s'appauvrit de 2 €. Après, on s'étonne que les sciences cognitives ont démontré que ça nous rend individualistes. En fait, c'est pour ça que le fait de toucher de l'argent, c'est s'appauvrir déjà. On sort le portefeuille, on s'appauvrit. C'est-à-dire qu'on se met dans des difficultés, peut-être pour payer son loyer, pour payer à manger à ses enfants. C'est un truc de dingue. Après, les gens se disent, oui, mais pourquoi on n'aurait pas tous, 10 000 € qui tombent tous les mois, l'économie marcherait bien, mais si on noie dans une masse monétaire, l'argent n'a strictement plus de valeur. Donc il y a dans les contraintes mécaniques dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une rareté relative de la monnaie. C'est-à-dire que voilà, si on n'a pas du tout, ça ne peut pas fonctionner. S'il n'y a que 10 personnes sur un groupe de 10 000 qui ont de l'argent, on ne peut pas avoir un système monétaire. Par contre, si on est noyé dedans, il ne peut pas fonctionner. Il faut trouver le juste milieu. Et la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme une chaussette, c'est-à-dire que si elle est trop large, elle ne tient pas, si elle est trop serrée, tu ne peux pas la mettre. Mais c'est vraiment quelque chose un peu comme ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle le côté un peu serré ? C'est qu'il faut un lit de misère. Toujours. Et tu regarderas dans même les 30 Glorieuses, j'ai cherché ça sur Internet, est-ce qu'il y avait encore un peu de misère dans les 30 Glorieuses ? Oui, il faut toujours un peu. Parce que si ce n'est pas suffisamment rare, ça n'a pas de valeur. Donc qu'est-ce que c'est que la rareté ? Ça veut dire qu'il faut qu'on n'en ait pas beaucoup, il faut que la plupart des gens n'en aient pas beaucoup, sinon on ne courrait pas après, quoi. Donc imagine, quand on dit l'argent facilite les échanges, il faut arrêter d'associer argent avec facilité. C'est d'une complexité qui est sans nom et qui monte crescendo. Devoir battre des concurrents tout le temps, vendant en permanence et essayer de gérer les ressources qui s'amenuisent de plus en plus, avec des inégalités qui montent et du pouvoir qui est en train de monter comme ça, c'est d'une complexité à rendre fou. Tu es dans une compétition, tu es contre tes concurrents, tous les matins. Pour que toi tu gagnes, il faut que l'autre perde. Pour que toi tu gagnes, il faut que l'autre perde. C'est exactement ça. Moi, ce que je me dis toujours, moi je fais partie des ostéopathes qui étaient installés avant que le titre soit légiféré. Donc depuis qu'il est légiféré 2013, il y a beaucoup plus d'ostéopathes, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans les rues, mais c'est vrai qu'un jeune ostéopathe qui s'installe, je veux dire, à cette heure-ci, c'est un métier qui est absolument passionnant, extrêmement efficace, et il veut s'installer, mais moi j'en ai une qui venait, je ne sais plus, de la Bretagne, parce qu'elle a fait une étude de marché qu'à Nancy, il y avait un peu de place pour elle, quoi. Alors que dans un système non marchand, plus il y a de monde qui vient, moins les ostéopathes travaillent.
Imaginez n'importe quelle entreprise, les infirmières, c'est un métier absolument fabuleux, ma femme est infirmière, c'est absolument fabuleux, mais on ne peut pas embaucher des infirmières parce qu'il n'y a plus de moyens, alors qu'il y a des infirmières qui aimeraient faire ce métier, qui est un métier de passion, et si elles pouvaient venir, les autres travailleraient un peu moins, puis on pourrait être, au lieu d'avoir une équipe de 30, on pourrait avoir une équipe de 40, 50, 100, on pourrait tourner peut-être que 2 journées par semaine, au lieu de travailler 3 ou 4 jours de 12 heures par semaine. C'est-à-dire que le système non marchand permettrait justement d'accumuler toutes les forces, une émancipation de malades, où tous les secteurs d'activité pourraient diminuer. Alors déjà, pas de pression, pas de concurrents à battre, pas de chiffres à devoir faire absolument, vous pouvez faire vraiment de la qualité. Tout ça... Par exemple, y a un appareil électroménager que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle l'Increvable. Tu n'as jamais entendu parler de celui-là? C'est un jeune français, ingénieur, qui, suite à un sujet de fin d'études, décide de créer l'appareil d'électroménager le plus durable possible. C'est un lave-linge qui s'appelle l'Increvable, ça porte bien son nom, qui est fait pour durer 50 ans. Pas d'obsolescence programmée. C'est l'anti-obsolescence programmée au maximum, vraiment au maximum. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qui est défectueuse, c'est pas du tout compliqué, parce que là aussi, dans les entreprises, ils réfléchissent à ce qu'on puisse pas réparer nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a une pièce, elle est absolument collée sur tout un ensemble de pièces, on doit absolument changer tout. Donc qui le dis-tu ? Avec qui le dis-tu ? Et donc, on peut absolument tout réparer soi-même avec un petit tuto, c'est extrêmement simple et il est évolutif. C'est-à-dire que si telle partie, on trouve un truc qui est encore meilleur en termes de durabilité ou écologiquement, on peut remplacer la pièce par une nouvelle pièce qui sera encore plus efficace. Bon, tu as compris l'état d'esprit. Allez tous sur le site, sur Internet, et vous tapez l'Increvable. Et vous verrez en haut, à droite, un petit onglet, c'est l'historique. 2016, projet de fin d'études. Telle année, il passe sur les grandes chaînes. Telle année, pendant 1 an, il est exposé à la Cité des sciences et de l'industrie. Après, il va même à Las Vegas. Et c'est marqué janvier 2020. Le projet est suspendu, faute de partenaires commercial, financiers et industriels permettant son développement et sa commercialisation. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire qu'on sait créer des appareils d'électroménager qui durent 50 ans, les brevets prennent la poussière, que personne ne peut créer ça, et je dis bien peut créer. On ne peut pas en vouloir aux industriels de ne pas le faire. S'ils font ça, non seulement ils coulent la concurrence, mais se coulent eux-mêmes. C'est-à-dire que pendant 50 ans, on ne crée plus d'appareils électroménagers. Donc j'ai calculé à peu près sur 15 ans ce qu'on économiserait. Déjà en temps, c'est 10 fois moins de temps, puisque ça dure 10 fois plus longtemps. Donc imaginez, tous ceux qui travaillent dans les entreprises, 10 fois moins de temps de travail pour la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous un appareil d'électroménager, quand même. En termes de tonnes, je crois de tonnes d'acier, on est sur les 68 millions de tonnes d'acier économisées sur 10 ans, 22 millions de tonnes de plastique qui vont être économisées, 3,4 tonnes, le chiffre n'est pas forcément exact, d'appareils électroniques d'économiser, pour un truc qu'on sait faire, mais que le système marchand ne nous permet pas de faire. Donc je ne sais pas si vous imaginez un peu la réorganisation que nous on imagine au Mosica, c'est quand même, ça paraît idyllique, je comprends, et ça l'est peut-être, vraiment. Mais c'est passionnant. Il faut s'autoriser à penser le monde d'aujourd'hui, parce que s'autoriser ça, c'est déjà aussi se re-responsabiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement été éduqués à lâcher tout ça, donnez votre argent aux banques, ils vont gérer votre argent et vous n'aurez pas à le faire. On laisse le pouvoir en général dicter notre vie. Et là, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous faites, c'est de dire, mais venez, au moins on commence déjà la première phase, c'est se réapprendre les uns les autres à se responsabiliser. Et là, après, on va recréer des systèmes d'énergie. C'est ce qui me plaît beaucoup, c'est justement quand on parlait de ces flux de liberté ou de ces flux d'échange. C'est qu'en fait, tout de suite, tu reprends la main sur ton rythme profond humain. Et là, tu fais tout l'inverse de la société actuelle. Mais passionnant. Écoutez, on suivra de très près l'évolution de Mosica. On arrive vers la fin de l'entretien. C'était vraiment... j'espère qu'on en refera d'autres dans le futur avec grand plaisir. Là, je pense que déjà, là, il y a une bonne dose de charge mentale. Oui. Il y a beaucoup d'infos, ouais, mais il faudrait qu'on en fasse... avec même des réactions du public, etc. Parce que ça va tellement loin et les gens ont du mal à avoir ce côté, cette vision sur la société. Là, on sent qu'il y a vraiment une vision de société différente et ça me plaît beaucoup puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on repense le système actuel. Il faut arrêter de dire ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Non, justement, la pensée est créatrice. Donc, c'est heureusement qu'il y a des gens comme vous ici. C'est quoi le village donc, parlons de ce qui se fait là sur le terrain à partir de Mosica. Malzéville, c'était là où vous dites qu'il y a beaucoup de villages de solidarité, etc. aussi. Alors eux, ils organisent un village de la solidarité, et qui font ça depuis pas mal de temps. Malzéville. À Malzéville, dans le 54. Nous, on organise des places de partage. On a
D'habitude, c'est une par an. Là, on en fait 2. On en refait une le 29 novembre. Donc, dans le village de solidarité, ils font des lieux de partage, des places de partage? Non, c'est un truc, c'est un événement à part. C'est un événement à part. Hein, les villages de la solidarité, ça concerne absolument toutes les associations malzévilloises. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y en a peut-être une quarantaine. Et puis là, pour une petite ville, c'est. Oui. Oui, ils sont actifs à Malzéville. Hein. Bah oui, pas mal. Je crois qu'ils ont 6700 habitants, mais si je dis pas de bêtises. Hein, mais 6000 militants, d'accord. Incroyable. Ouais, mais c'est lui qui est vraiment sympa. Vraiment, le maire est super. Enfin, toute l'équipe de la mairie. Une vraie énergie là-bas. Ouais, je trouve. Il y a un truc, moi, j'aime beaucoup. On ira faire un reportage. Oui, vous pouvez, carrément. Et nous, on organise donc, à part, ça rend le Mosica en lien avec d'autres associations, puisqu'on a un Repair Café, l'atelier couture, c'est une femme qui a un magasin de couture. On a une association qui s'appelle Amazon de gratuité, donc c'est A plus loin, Ma plus loin, zone de gratuité. Et ils ont repris un peu le même logo. Eux, par contre, sont tous les mercredis sur le marché de Malzéville, où ils redonnent des vêtements, où on peut ramener des objets, des vêtements, tout ça. Ils sont actifs tous les mercredis sur le marché. On a Lecturique, eux, c'est les vêtements, les livres gratuits qui donnent. J'espère n'oublier personne. Et En roue libre, eux, pour la réparation de vélos. Ensuite, il y en a qui créent à Metz, par exemple. Il y a 3 boutiques de gratuité. Il y a une trucothèque. Mais là, comment survivent là, juste les personnes que vous avez citées dans le système actuel? Comment vous en sortez là? Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein d'expériences comme ça, mais dans le monde où il y a un capitalisme mondialisé, pas qu'en France, vraiment mondialisé, comment on survit avec un système néo-économique? Alors, il peut être qu'en périphérie de notre vie actuelle, ce qui est normal. C'est-à-dire, moi, je peux faire quelques soins gratuits pour... Voilà, mais à un moment, je suis obligé de m'arrêter, comme tout le monde. Oui. Donc, c'est vraiment périphérie. Mais le but, c'est vraiment d'ébaucher, de faire une ébauche, je veux dire, du grand projet, de goûter vraiment cette gratuité-là, de se mettre en lien. Voilà, c'est les premières phases. Il faut absolument commencer par ça. Se mettre en lien, aussi se dire qu'on n'est pas seul à penser comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu de messages de personnes qui nous ont dit « Mon Dieu, vous existez, je pensais être le seul à croire que c'était possible ». Et en fait, on est très isolé à s'imaginer à ce monde sans argent. Mais on est quand même de plus en plus nombreux. Parce qu'il y a une invisibilisation médiatique, déjà. Exactement, évidemment. Oui, on ne valorise pas ce qui est gratuit, on valorise ce qui rapporte de l'argent, évidemment. Et on valorise ceux qui arrivent à rapporter le plus d'argent. On valorise les success stories. Et en même temps, le but du jeu, c'est pas non plus d'avoir une sorte de gratuité freinée, parce qu'on ne veut pas non plus avoir... on prend l'exemple, comment dire, imaginons qu'on arrive à trouver 15 coiffeurs à la retraite qui font des coupes de cheveux gratuitement. On ne veut pas que ça nuise à ceux qui sont dans le système marchand. Donc le but du jeu, c'est pas de pousser la gratuité au maximum, mais c'est d'être en lien, déjà vraiment d'être en lien, d'apprendre à s'autogérer, d'être là si l'autre il a une difficulté. Des places du partage, c'est quand même pas mal. Nous, on fait toujours dans les places du partage une sorte d'exposition. On a des grandes affiches où on explique des questions que tout le monde se pose. Si c'est gratuit, est-ce que les gens ne risquent pas d'en prendre trop ? Sans salaire, saurions-nous motivés à travailler ? Donc ça, c'est d'ailleurs des choses que j'aimerais bien répondre pendant cet entretien. Mais voilà, donc on essaie d'expliquer toutes ces questions-là, tous ces blocages psychologiques. On fait des expositions. Donc c'est un moyen aussi, pas que de récupérer des vêtements gratuitement ou donner de la seconde main sur un plan écologique, c'est aussi d'informer qu'on existe, d'informer que ce système-là existe. Donc le but du jeu des places du partage, c'est pas que goûter la gratuité, c'est d'essayer, voilà, de donner peut-être des petits flyers, de faire une petite table ronde, un petit, voilà, ou une conférence, hein, si les membres s'en sentent, voilà, cette volonté, cette capacité de réussir à parler en public, ce qui est toujours un petit peu compliqué, d'essayer vraiment de sensibiliser les gens à tout ça pendant les places du partage. Et après, toute l'année, vous pouvez faire un jardin partagé, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. C'est génial. Et ça t'a dit quelque chose d'intéressant, c'est aujourd'hui, dans un monde où les gens n'ont pas forcément la notion de la valeur d'une chose, comment est-ce je parlais de l'exemple de quelqu'un qui était parti vivre, essayer de faire maraîcher, reconversion professionnelle, et puis qui en fait a arrêté quand quelqu'un lui a acheté 50 kilos de patates pour 5 euros, ou je sais plus combien, quoi. Il s'est dit, mais parce que ça n'avait plus aucun sens je mets prix libre, mais les gens n'ont aucune conscience de ce que ça doit me rapporter normalement. Donc comment... alors lui était encore dans un système monétaire, puisque c'était produit contre argent. Mais comment est-ce que justement on arrive à gérer les limites quand les gens peuvent abuser? Par exemple, tu vas leur rendre un service, puis ils vont te rendre un autre service complètement minime, et tu vas leur dire, bah quand même,
Là, il y a un déséquilibre, tu vois, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il y a un état d'esprit, c'est de pas attendre au retour. Sauf si à un moment, ça se répercute sur le résultat final. On a souvent ce côté de notre ego, notre orgueil, notre sentiment de justice qui veut que tout le monde donne la même chose et participe à la même chose. Mais en réalité, sur le terrain, il faut lâcher prise avec ça, un minimum. Je ne vais pas se laisser totalement faire, mais lâcher prise un minimum. Supposons, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qui veulent absolument qu'on fasse tous le même nombre d'heures. C'est incohérent. Imaginons, je ne sais pas, qu'il y a un séisme, le secteur, je sais pas, de la construction, de la réparation va augmenter énormément. Voilà, on ne va pas demander à ceux qui construisent des vêtements d'un coup augmenter pour faire l'équivalent. L'intensité dans le travail, il y en a qui travaillent très très cool, et puis d'autres qui travaillent de manière brute. Tout à fait, parce que si vous allez le dimanche matin dans un parc qui est proche de chez vous, mettez-vous assis sur un banc et essayez d'observer ceux qui font des tours. Est-ce que vous allez vous dire comment faire pour qu'ils fassent tous à la même cadence, le même nombre de tours? Non, mais et c'est aberrant de demander à quelqu'un qui peut pas aller plus vite d'aller plus vite, comme demander à quelqu'un qui peut aller plus vite de freiner. En fait, nos énergies sont très différentes. Alors, en médecine chinoise, on différencie les personnalités yang qui sont plus actives, qui ont du mal à rester en place, des personnalités yin qui sont un peu plus intellectuelles. Mais voilà, donc il y a un moment, si on veut, et je pense que ça va peut-être parler, mais il faut que ce soit un peu organique. Vous mangez, la digestion se met en route, vous avez envie de dormir, le cerveau se met au repos, on a envie de faire la sieste. Donc donc c'est la même chose, de temps en temps ça va travailler plus d'un côté, peut-être plus de l'autre. Ça va se réguler. Ça doit se réguler. Et par contre, si jamais il y a une notion d'abus, c'est pas compliqué de gérer. Mais pour nous, c'est en dernier cours, c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Mais supposons, et ça vous de décider, c'est surtout pas le MOSICA qui est en train de dire qu'il faut absolument faire la chasse à ceux qui ne feraient rien dans un système non marchand. Mais s'il y a un groupe assez important qui ne font rien et que vraiment ça vous agace, vous pouvez toujours dire, écoutez les gars, il n'y a pas de souci, mais là on va prendre une décision, c'est qu'on va produire que pour ceux qui participent. Je veux vous dire qu'ils vont tout de suite participer. Mais le but du jeu, c'est pas d'essayer de créer une forme de menace, c'est de créer de l'enthousiasme. Et déjà, pour avoir de l'enthousiasme, il ne faut pas avoir de pression de chiffres, il ne faut pas avoir de pression de salaire. Ce qu'il faut savoir et qui peut peut-être rassurer les gens par rapport à cette histoire de cette question de oui, mais sans salaire, est-ce qu'on serait motivé? Toutes les études qu'on peut trouver montrent clairement que oui. Je vais vous en citer 3. La première, c'est une étude qui a été menée à Göteborg sur 295 grands gagnants du loto, qui n'ont pas du tout besoin de travailler pendant X générations. 88% continuent leur job. Voilà, par exemple. Une autre étude qui est c'est American Psychology Association, c'est sur 22 000 personnes. Ils disent que si on avait un peu plus de temps libre, on aurait une croissance de notre bien-être, de notre bonheur. Mais à partir de 5 heures de temps libre, ça commence à rediminuer comme ça. Une autre étude sur 6 000 personnes ont montré que ceux qui avaient 7 heures de temps libre par jour étaient moins productifs, moins enthousiastes et plus stressés que ceux qui avaient que 3 heures et demie. C'est-à-dire que l'humain a vraiment besoin de s'occuper. Vraiment, vraiment besoin de s'occuper. Le besoin d'être utile aux autres, cher à Abraham Maslow, c'est le besoin de cohésion sociale. De toute façon, on voit si on a une idée qui sort du lot, on n'ose même pas trop la sortir à table. J'ai décidé d'être vegan, j'ai décidé de ceci, j'ai décidé d'être cela. De faire MOSICA. Oui, c'est des trucs qu'il faut assumer absolument aujourd'hui, quelles que soient nos particularités, nos singularités. C'est extrêmement important de pouvoir les dire, sinon elles ne peuvent pas... Voilà, le but du jeu, ce n'est pas forcément de convertir. Mais c'est de proposer. C'est de proposer, exactement. De proposer, de laisser germer ou pas la graine. Mais si vous préférez continuer dans un système mortifère pour vous, libre à vous, ouais. C'est votre responsabilité, il n'y a pas de souci. Mais laissez-nous rêver. C'est exactement ça. Et c'est vrai que Je disais quoi? Pas de souci. Tu disais qu'il fallait oser assumer des idées différentes, etc. Oui, il faut absolument... Tu disais ce qui était cher à Abraham Maslow. Oui, parce qu'en fait, on est en quête de cohésion sociale. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir du lot, on a peur d'être rejeté par les autres. Et c'est ce qui rendrait le truc, à mon avis, très très compliqué, c'est dans un système marchand, essayer à un moment de vous projeter, vous dire, tiens, allez, c'est pas marchand, moi je vais juste rien faire et prendre aux autres. Est-ce que vraiment, ils vont continuer à me donner très longtemps? Vous voyez, donc en fait, on a ces forces-là qui sont très importantes. On peut rajouter qu'on a l'image de soi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire que si tu fais rien alors que tu es totalement valide, que tu pourrais participer, il faut quand même assumer de dire aux autres, j'ai décidé de ne rien faire et de profiter de vous. C'est un peu compliqué. Et après, on a aussi notre amour-propre, quoi. La notion de sens.
On a besoin de se sentir utile aux autres, de ne pas se dire que tiens, si je disparaissais demain, tout le monde s'en foutrait. Donc c'est pour ça que toutes ces études montrent que s'il n'y avait pas d'argent, de toute façon, rien que la nécessité nous pousserait à nous organiser. Vous avez tous vu Koh-Lanta. Mais de toute façon, on aurait une énorme participation qui, d'après les études, serait à peu près de 88%. Et lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, le chômage en équivalent temps plein est de 30%, on ne va pas s'offusquer, à la limite, s'il y a 12% qui ne font rien. Et c'est pour ça que je dis, si les gens, dans votre commune, il y en a quelques-uns qui ne font rien, mais que vous faites ce que vous avez envie de faire, que vous êtes passionné par ce que vous faites, que ça fonctionne. Je vous rappelle que vous n'avez plus de loyer à payer, que vous n'avez plus de taxes, vous n'avez plus de compte en banque, plus de pression financière, et que tout tourne, qu'est-ce que ça peut faire que certains ne fassent rien? Voilà, c'est ça. La question. Mais surtout qu'un être humain qui n'a pas de limite, il fait. C'est ça, moi, on ne peut pas parler de tout, il faut qu'on arrête l'entretien, c'est long, mais c'est passionnant. Mais c'est sur le revenu universel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes finances qui nous parlent du revenu universel, mais pour mettre les gens, les parquer chez eux et qu'ils ne fassent plus rien, d'avoir des allocations sans rien faire et vous n'allez rien produire, restez de votre côté. Vous serez heureux. Non, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain a besoin de faire, justement. Il a besoin de tout être humain essayer de s'élever, un être humain bien. Par contre, aujourd'hui, on est dans un monde qui a tellement de barrières. Dès que tu veux créer, tu dois attendre d'avoir le bon papier administratif, l'autorisation de tel endroit, de trucs. En fait, tout est fait pour bloquer nos énergies aujourd'hui dans la société. Dès que tu veux juste faire un village solidaire ou n'importe quoi, tu ne disposes pas des lieux, tu dois demander ça. Le lieu peut t'interdire si tu es trop... complotiste, tu vois ce que je veux dire. C'est un monde de dingue qu'on a aujourd'hui où on peut pas juste essayer de créer des choses en fonction de ce qu'on a envie. Et donc c'est ça qui fait que les gens sont démotivés. Mais demain, tu leur donnes effectivement, moi je crois largement le revenu universel, tu leur donnes suffisamment d'argent pour vivre dans la société. Derrière, ils vont faire des choses qui sont importantes pour eux. Ils ne vont plus essayer d'avoir une gloire minable ou d'avoir une gloire dans le capitalisme ou n'importe quoi, quelque chose de vain qui est juste « t'as réussi à vendre 3000 bouteilles de coca. Ouais, cool pour toi, tu vois ce que je veux dire ?» Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on nous a appris le monde complètement à l'envers. C'est ça. Mais si tu regardes les enfants, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est que des choses utiles quasiment. Je vais être pompier, je vais être maîtresse, je vais être médecin, je veux... Voilà. Il y en a aucun qui dit je vais être courtier en assurance. Tu vois je vais être corrompu chez Nestlé et puis faire un grand scandale. Non, mais voilà. Et donc, et puis surtout sur les... faire de l'eau contaminée. Surtout sur nos activités. Aujourd'hui, notre métier, c'est ce qui nous bouffe le plus en termes de temps et d'énergie, de santé. C'est quand on fait des journées de 7 heures, 5 fois par semaine, il ne reste quasiment plus rien, quoi. Et puis d'énergie pour faire... c'est vraiment... puis le week-end, on est tous rincés, quoi. Mais justement, c'est ça qui sera fabuleux. Je pense que dans le système non marchand, ce système de dons, de réciprocité générale, de gratuité, d'autogestion, à ce moment-là, ça sera quelque chose qui sera secondaire. La vie sera première, et puis cette activité-là, d'utilité, ça peut pas être de la contrainte. On va forcément travailler beaucoup moins d'heures. Je veux dire, ce que je disais, au niveau de l'industrie, forcément, s'il n'y a plus d'obsolescence programmée, s'il n'y a plus de publicité, donc l'industrie va forcément pouvoir faire du très solide et construire, de moins en moins, mais des choses très solides, donc de travailler de moins en moins. On sera tous moins stressés, donc au niveau de la santé... Il y aura les secteurs de la santé, ça devrait s'améliorer aussi, je pense. Donc en fait, la plupart des secteurs, si on regarde bien, déjà on arrête tous les secteurs qui sont liés à la finance. Donc je sais plus, il y avait Sébastien Auger qui a écrit le livre Argent trop cher, que je vous conseille, qui est génialissime, et que vous pouvez trouver en version numérique gratuite sur le site du Mosica. Lui, il avait calculé le nombre de personnes qui travaillent, qui sont liées à la finance, à l'argent, etc. Je ne vais pas vous donner les chiffres, franchement, je ne sais plus c'est combien, mais c'est peut-être, on a peut-être 600 000 personnes, 900 000 personnes qui vont pouvoir aller dans des trucs qui leur plairaient certainement plus, mais surtout aller dans des secteurs où les secteurs-là vont pouvoir encore travailler moins, parce qu'il y a encore plus de renforts qui vont arriver. Donc oui, il faut rêver aujourd'hui. Mais ce que tu disais, c'est que la pensée est créatrice. Mais quelqu'un qui conçoit n'importe quel objet, que ce soit Steve Jobs avec l'iPhone ou n'importe quel objet qui a été créé, il est forcément imaginé. On ne peut pas créer un truc qu'on n'imagine pas. Et là, aujourd'hui, vraiment, il faut se responsabiliser sur une chose, c'est que si on imagine tous une dystopie totalement négative demain, c'est impossible qu'on crée quelque chose de positif.
Donc vraiment, j'encourage tout le monde à réfléchir que le potentiel que nous avons actuellement, il est gigantesque. On peut loger tout le monde, on peut nourrir tout le monde, on peut faire des soins absolument extraordinaires, en naturel, même les opérations au laser ou pour les yeux, enfin tout ça, enfin, il est absolument énorme, mais il est bloqué par les finances. C'est juste ça, c'est bloqué par les finances. Donc un monde idéal, on peut se le permettre de le rêver parce que techniquement, tout est là. Tout est là. Passionnant. Et alors on arrive vraiment vers la fin de l'entretien. J'avais d'autres rendez-vous après, mais c'est pas grave. On a pris le temps de parler de ça. Et c'est vraiment, non, mais merci pour ce que vous faites. Quels sont les prochains événements près de chez vous? Est-ce qu'on peut trouver les prochains lieux de partage et places de partage? Quels sont vos prochains? Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre, tout ça comme? Alors, si vous êtes dans mon secteur, venez me faire un petit coucou à Malzéville, à la salle Michel Dinet, c'est le 29 novembre. 29 novembre. Voilà, 2025. Ouais. Donc, je pense que je ferai certainement aussi une conférence, mais n'hésitez pas à venir me voir. Après, pour les autres qui sont créés, ou qui sont à créer grâce à vous. Et donc, nous avons cette plateforme sur app.mosica.org. Donc, si vous êtes inscrit, vous allez pouvoir voir, il y a un petit encadré où il y a toutes les assemblées à 30 km autour de chez vous. Il y a les prochaines réunions, les prochaines actions que vous pouvez voir dans un encadré. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est à vous de les créer. Voilà, il faut être un premier, des fois, pour initier une place du partage. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour les places du partage, n'hésitez pas à nous contacter. On en a deux qui s'appellent Olivier Roudez et Hugo Brisson, qui en font beaucoup et qui peuvent vraiment vous aider. Olivier Roudez, lui, c'est si vous voulez créer des magasins de gratuité, vraiment pour vous donner un peu les tips pour que ça puisse bien fonctionner. Il a créé une trucothèque, donc c'est un endroit où on peut emprunter des objets gratuitement. Vous voulez une tondeuse, une machine à raclette, enfin voilà, vous pouvez emprunter ça comme ça gratuitement. Donc eux deux peuvent vous aider, mais si vous avez besoin de leur lien, vous pouvez nous contacter, on vous mettra en lien donc sur contact@mosica.org. Donc je répète, contact@mosica.org. Vous pouvez nous contacter là-dessus. Et vous faites, si quelqu'un dit, moi j'ai de l'énergie, j'ai du temps, je crois dans ce que vous faites, mais je sais pas comment m'y prendre, vous faites aussi du guidage ou de l'organisation pour... Sur le site internet, donc toujours le même, app.mosica.org, vous avez en fait en haut à droite une rubrique outils, une rubrique agir. Donc on a quand même des outils comme ça, ou qui peuvent vous aider. Il y a mes premiers pas, on a une vidéo tuto. Voilà, on a essayé de penser au maximum. Mais sinon, nous, voilà, notre équipe, elle est extrêmement motivée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés. On essaiera, bien sûr, de vous guider au mieux. Parfait. C'était passionnant de parler de ça. Jean-Philippe Hubert, merci d'être passé dans nos locaux. Merci à toi, Romain. Merci pour l'invitation. C'est vraiment chouette parce que ça nous donne un véritable coup de pouce. Comme tu disais tout à l'heure, on médiatise assez peu les actions qui rapportent rien. Et nous, c'est notre spécialité de rien rapporter. Oui. Mais les gens n'ont pas l'habitude en fait, d'être dans des circuits de gratuité. Du coup, c'est déjà culturellement quelque chose qui... faut prendre le temps, c'est la phase même 0 par rapport aux 3 phases dont tu avais parlé. Exactement. Passionnant. On espère, on viendra vous voir s'il y a une place de partage ou un truc, on essaiera de venir sur Nancy ou à Malzéville avec grand plaisir. Un plaisir partagé. Vous pouvez donc suivre sur mosica.org. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Le dernier Nexus est en kiosque, le numéro 159. Et vous pouvez la voir aussi sur nexus.fr. J'en profite pour vous dire qu'il y a un café des possibles, si cette vidéo est diffusée avant le 12 juillet. On l'a tourné, là on est fin juin. Le café des possibles, venez, c'est un café associatif où justement on peut parler de toutes ces initiatives-là tous ensemble. Ce sera dans le 13e arrondissement, il y a toutes les informations sur nexus.fr. Et les 25 ans de Nexus, on les fête au théâtre du Gymnase. C'est le 5 septembre. N'hésitez pas à prendre vos places dès maintenant. Pareil, toutes les informations sont sur notre site internet nexus.fr. À bientôt. Au revoir, Jean-Philippe. Au revoir, Romain. Merci à tous.